Mesdames, Messieurs, infiniment merci de nous retrouver sur les antennes de Canal 2 Info ce jour dans le cadre de votre émission qui ce jour va parler essentiellement du cacao et du café à la faveur bien sûr de ce projet lancé par le gouvernement de la République à travers le ministère du Commerce. On parlera du PA3C avec ses ouvertures et sur les facilitations accordées au niveau des producteurs et toutes les personnes engagées et donc dans la filière cacao du Cameroun. Merci infiniment d'être des nôtres. Nous recevons ce jour Herman Bertrand Messi, il est donc le nouveau coordonnateur de ce projet-là. Il vient donc ainsi assainir, apporter de la plus-value à un secteur qui en a énormément besoin pour l'économie camerounaise, effectivement, qui veut se positionner à l'horizon 2035 sur instruction du président de la République. Merci d'être des nôtres et bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. C'est un énorme plaisir de vous avoir dans ce studio lorsqu'on parle un peu de cacao. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux idées pour comprendre, surtout avoir connaissance un peu plus profonde de ce nouveau coordonnateur? Qui êtes-vous? Ouais, disons que je suis Herman Bertrand Messi. Je suis ingénieur de formation, ingénieur informaticien. Et je suis dans les filières depuis 5 ans. C'est en 2010 que j'ai été recruté dans ce projet comme chargé de mission. Donc nous avons travaillé dans la première phase du projet qui s'est achevé en 2014. Et donc brièvement, je pense que c'est ce que je peux faire comme résumé de ma personne. Voilà, on va parler globalement de la filière, donc des filières cacao et café. Est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu que ces filières se portent bien au Cameroun? Bon, d'emblée, les filières se portent moyennement. On ne peut pas dire que c'est la grande santé et non plus que nous sommes très malades. Donc disons, quand on prend les grands pays producteurs que nous cherchons à approcher, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, la filière commence à se porter un tout petit peu bien. Par rapport aux dernières statistiques de commercialisation, les prix pratiqués sur le terrain, le planteur commence tout doucement à retrouver un peu une certaine bonne santé. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques, les chiffres qui peuvent accompagner la production cacaoyère et même du café au Cameroun? Et depuis quelque temps, est-ce qu'on a atteint le tonnage qui était indiqué au départ par les pouvoirs publics? Bon, disons, en termes de tonnage, nous tournons autour de 200 tonnes, 200 000 tonnes. 200 000 tonnes? Oui, 200 000 tonnes pour le cacao, pratiquement légèrement un peu pour le café. Mais disons, d'après le nouveau plan de relance qui a été lancé depuis l'an passé par le gouvernement, le Cameroun vise une production de 600 000 tonnes en 2020. Et c'est sur cet aspect que nous travaillons. Mais pour ce qui concerne le projet assainissement de la commercialisation interne du cacao et du café, bon, parce que nous, on accompagne les producteurs à mieux vendre pour pouvoir améliorer leurs revenus. Donc, et de manière spécifique, quels sont donc les problèmes? Parce que justement, on va parler des difficultés rencontrées dans le secteur par toutes ces personnes-là qui y travaillent au quotidien. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont spécifiques ou alors qui ont trait à ces différents points autour desquels gravitent un peu ces producteurs-là, ces planteurs, voire? Oui, disons le problème clé que les producteurs rencontrent en termes de commercialisation, c'est le problème de coxage. Bon, c'est dû à quoi? Après la libéralisation, le gouvernement n'a pas accompagné tout de suite les producteurs de cacao et de café dans leur activité. C'est-à-dire ils se sont retrouvés un peu comme abandonnés. Ce qui a laissé la place à un grand nombre d'intervenants qui sont venus en quelque sorte un peu, on peut dire, excusez-moi du terme, polluer l'activité. Aujourd'hui, il est donc question de se débarrasser de ces gens pour instaurer maintenant une sorte de... En fait, c'est-à-dire il faut les balayer pour maintenant mettre des gens qui sont plus professionnels dans un premier temps. Dans un second temps également, il est question maintenant de professionnaliser les producteurs parce que à leur niveau, ils pratiquent encore une agriculture un peu, qu'on peut dire, traditionnelle. C'est-à-dire ils ont encore des anciennes pratiques. Donc il est question aujourd'hui de les accompagner à se professionnaliser pour rentabiliser davantage leur activité.
Nous savons parmi les griefs qui sont ici retenus à un certain niveau que les producteurs et même les différents planteurs rencontrent d'énormes difficultés au-delà donc du vieillissement du verger. Exactement. Et même peut-être des routes qui sont entre autres impraticables. On n'arrivera forcément à la question de route. Oui. Comment est-ce que ce commerce était effectué? C'est-à-dire le cacao borchant, avant qu'il arrive à ce niveau, quelles sont les étapes qui ont été franchies par le planteur afin de peut-être le commercialiser et le rendre sur le marché international? Bon, les étapes qui sont franchies, disons, pour commencer, dans notre activité, ce que nous voulons apporter comme un plus au niveau du plan, c'est-à-dire c'est de les apporter des infrastructures au niveau de leur centre d'activité, dans les bassins de production, en mettant en place des infrastructures de stockage, c'est-à-dire des magasins, en les aidant à structurer leur centre-site de marché. Bon, également, ce que nous apportons également, c'est un ensemble d'équipements qu'ils n'avaient pas avant, notamment des kits de pré-contrôle, c'est-à-dire des humidimètres, des bascules, des planches d'analyse, etc., pour les aider à faire qualité sur place. Également, il y a également toute une équipe mise en place par l'ONCC et par le projet qui permet d'aller au contact de ces producteurs pour les aider à mieux organiser leur marché. Bon, mais ce que nous constatons de plus en plus sur le terrain, c'est qu'il y a une sorte de réticence des planteurs à se mettre ensemble. Or, c'est en se groupant que ces derniers peuvent mieux commercialiser. Et ce que nous comptons faire urgemment, c'est-à-dire c'est de les amener donc à se mettre ensemble à travers des coopératives. Mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? On a vu également que lorsqu'ils sont divisés, les coûts donc, de production ne sont pas... Ou alors la vente de cacao n'observe pas certains coûts qui sont requis par l'administration publique, alors proposés par l'État du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que le bas blesse? Parce que d'aucuns disent qu'ils ont un cacao qui est de qualité par rapport à un autre, même si la certification en viendra. Sur la question tout à l'heure, il y a encore un véritable problème. Oui, bon, disons à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui fait en fait que les producteurs ne se mettent pas ensemble, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a ces coxeurs qui règnent en maître sur les bassins de production, qui ne veulent pas du tout voir les producteurs se mettre ensemble. Donc, chaque fois qu'il y a une initiative qui est mise en place pour pouvoir amener les gens à se regrouper, c'est-à-dire ils voient que non, ils seront perdants. Et systématiquement, ils font tout pour casser l'élan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, ça concerne les producteurs eux-mêmes. Parce que ils sont réticents. Bon, en fait, il y a des problèmes de transparence, généralement, dans les organisations anciennement mises en place. Et ces problèmes de transparence font en fait que les producteurs n'ont pas totalement confiance aux gens qui dirigent leurs organisations. Et c'est à ce niveau, donc, qu'il faut faire un grand effort en les aidant à mieux se structurer, à mieux s'organiser, pour mettre en place tout un système transparent. Parce que sans la transparence, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas s'engager. Vous savez, le cacao et le café, ce sont des valeurs économiques. Bon, un planteur, qu'est-ce qu'il attend? C'est-à-dire c'est à travers son cacao, son café qu'il peut nourrir sa famille, envoyer les enfants à l'école, etc. Donc, quand il a son produit représente tout ce qu'il a. Et à partir de là, il est donc question pour lui de pouvoir gagner le maximum pour pouvoir survivre et faire vivre sa famille. Mais dès l'instant où on a des responsables d'organisation qui, eux, se comportent également comme excusez-moi de l'expression, des voyous. Pourquoi? Parce que ils veulent engranger le maximum de profit sur le dos de ces producteurs. À ce moment-là, ceux-ci ont donc des réticences à rejoindre les regroupements des producteurs. Donc, il est donc question aujourd'hui d'inculquer une nouvelle mentalité aux différents responsables en les accompagnant pour se structurer et en leur donnant des formations qui les permettent de savoir gérer ces organisations. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui achètent ce cacao-là qui mettent effectivement ces différents planteurs en déroute pour qu'ils puissent mieux avoir de l'argent derrière ce qui est fait? Maintenant, je vais un peu rejoindre la préoccupation du président de la République qui disait que la terre ne trahit pas. Est-ce qu'il y a des projets qui sont pensés à votre niveau pour accompagner la jeunesse camerounaise? Parce qu'il y en a forcément ceux des jeunes qui sont là et qui ont l'intention de se lancer dans une activité agricole, qui peuvent solliciter le secteur du cacao ou alors du café.
café, est-ce qu'il y a des champs qui doivent être expérimentés par vous et puis vos collaborateurs pour que chaque Camerounais puisse bénéficier, voire vivre du travail de la terre? Tout à fait. Bon, je voudrais quand même recadrer un peu les choses pour qu'on ne se perde pas. Parce que, vu de cette façon, on croirait que nous sommes un projet qui doit motiver les gens à aller à la terre. Non. Il faut déjà voir dans quel secteur d'activité nous nous trouvons. Nous sommes dans la commercialisation. Ça veut dire en amont, il y a déjà la production, dont le Minader qui se charge de ces questions. Donc nous, ce que nous faisons, c'est d'accompagner, c'est-à-dire d'aider les gens à avoir des meilleurs revenus. Parce que vous savez, à une époque donnée, avec les interventions des coxeurs dans les bassins de production, le planteur n'avait pas un revenu conséquent par rapport à son activité. Donc, il est donc question pour nous actuellement d'assainir, c'est-à-dire de chasser ces gens qui viennent un peu qui viennent parasiter l'activité pour que le producteur puisse mieux rentabiliser ses revenus. Donc, c'est à ce niveau que nous trouvons. Mais maintenant, pour ce qui est d'encourager les jeunes à la terre, bon, évidemment, nous-mêmes, nous sommes jeunes, nous suivons les programmes mis en place par l'État et à travers le ministère de l'Agriculture. Je pense que personnellement, ce que moi je dirais aux jeunes comme moi, c'est vraiment de se lancer dans cette activité. Si jamais ils ont des terres, parce que le plus gros problème des jeunes aujourd'hui, c'est l'accès à la terre également, il faut le souligner. Également un accès à la terre qui n'est pas assez aisé pour bon nombre de jeunes et même de regroupements de producteurs. On va regarder un peu ce qui est fait par les multinationales qui engrangent de plus en plus les terres qui ne sont pas favorables pour l'épanouissement même de ces populations dans ces contrées de plus en plus retirées de notre pays. Maintenant, le volet commercial forcément nous intéresse. Est-ce que ce volet commercial ne passe pas forcément par le manque d'information au niveau même des planteurs parce qu'ils ne maîtrisent pas totalement quel est le coût du kilogramme de cacao sur le marché international? Est-ce qu'il y a des mécanismes à votre niveau qui seront forcément explorés pour que le planteur sache effectivement à quel prix il doit vendre son cacao et pour permettre à ce qu'il sorte, il sorte un peu des griffes de ces producteurs-là, même ceux-là qui ne leur donnent pas la chance de profiter du fruit de leur dur labeur? Exactement. Au niveau du ministère du Commerce, il existe un programme, un autre projet qui a été mis en place, le projet SIF, Système d'information des filières, et également l'ONCC, qui régulièrement envoie même par SMS, les prix aux producteurs. Donc, ce que nous faisons au niveau de notre projet, c'est que nous avons dans la première phase lancé des séries d'enquêtes, c'est-à-dire d'enquêtes pour recenser des producteurs et recenser également les organisations des producteurs, c'est-à-dire les OP. Et dès que nous avons ces informations, les informations dans nos bases, ce que nous faisons généralement, c'est que nous communiquons les numéros de téléphone au CIF et à l'ONCC qui les envoie régulièrement des prix pratiqués sur le marché. Donc, régulièrement, ils ont cette information. Mais maintenant, il est question également d'aller un peu plus loin parce que on a constaté, par rapport au problème d'information dont vous évoquiez tout à l'heure, que l'information n'arrive pas toujours à tous les niveaux. Donc, au niveau du projet CIF, toujours, il existe, ils ont des activités où ils sélectionnent un certain nombre de radios locales pour relayer l'information. Pour que ça puisse porter un peu plus loin. Également à travers des communiqués, même dans des bassins les plus reculés, à travers des églises, des affichages, ainsi de suite. Donc, ça permet aux producteurs de savoir au jour le jour les prix qui sont pratiqués pendant les campagnes de commercialisation. Et si maintenant ce prix pratiqué n'est pas mis en application, est-ce que vous-même vous déportez sur le terrain pour voir un peu au niveau des acheteurs comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage derrière les prix qui sont conventionnels, qui sont reconnus par les pouvoirs publics? Tout à fait. Généralement quand il y a des marchés, parce que nous nous occupons du suivi des marchés, parce que généralement nous envoyons des équipes de techniciens, généralement on les appelle à notre niveau des vérificateurs, qui vont arbitrer les marchés. Donc ils se rendent sur place pour voir est-ce que les marchés sont organisés dans de bonnes conditions, les appels d'offres sont respectés, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, nous faisons des descentes sur le terrain. Et si vous avez vu récemment, même le ministre du Commerce s'est déporté dans certains marchés
à la dernière campagne cacaoyère. Donc, généralement, très souvent, nous descendons sur le marché avec l'ONCC et le CICC pour veiller à ce que tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons évoqué tout à l'heure un pan très important qui tient à cœur les producteurs et même tous ceux qui sont concernés par la filière, par les filières cacao et café, c'est le problème de route. Avant d'aborder le problème du verger qui est de plus en plus vieillissant, mais nous allons parler des routes. Est-ce que les routes dans nos villages sont praticables? Vous avez évoqué en off ceux qui partaient des zones reculées pour d'autres régions du Cameroun, c'est-à-dire ceux qui partent de l'Est pour le littoral. Il y a quand même des systèmes donc, qui ne permettent pas à ces producteurs et même tous ceux qui sont dans cette filière-là de mieux s'en sortir parce que les coûts des transports, les coûts de la marchandise également va être revalorisé et qui ne profitent pas toujours donc aux producteurs même, voire celui-même qui est dans les champs, qui a pendant longtemps travaillé. Et comment à ce niveau ça va se passer? Bon, disons, pour ce qui concerne les routes, c'est un problème vraiment, qu'on peut dire, c'est le problème le plus sensible. Le problème le plus sensible au niveau des bassins de production. Parce que il ne faut pas se le cacher, nos zones de production ne sont pas accessibles. Bon, maintenant, dans le nouveau plan qui a été mis en place pour la relance des filières, il y a des programmes qui sont mis en place pour pouvoir accompagner cela, pour pouvoir régler ce problème de route. Donc, je pense que à très court terme, c'est-à-dire en faisant confiance aux efforts du gouvernement, certains bassins pourront bénéficier d'une réhabilitation des pistes paysannes. Et des pistes paysannes qui ont forcément besoin d'être réhabilités. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, nous savons que le problème qui a trait à l'exode rural amène forcément les jeunes à partir des campagnes pour les villes. Les parents qui travaillent pendant longtemps dans ces champs-là, forcément ont vieilli. Le verger avec. Est-ce que le verger lui aussi a vieilli? Est-ce que ces jeunes qui sont restés au village aujourd'hui ont l'occasion de mieux être informés, de suivre de près et puis peuvent faire face aux acheteurs véreux qui se trouvent un peu sur le marché national? Est-ce qu'il y a une différenciation aujourd'hui qui se pose de manière efficace qui est impulsé par cette dynamique jeune-là à pouvoir pérenniser, à rester dans le secteur de l'agriculture, notamment celui qui a trait à la filière cacao-café? Tout à fait. Bon, je pense à ce niveau, il faut d'abord que nous touchons ce qui attire les jeunes en ville. Parce que quand les jeunes partent des zones rurales pour les villes, c'est parce qu'ils sont à la recherche de certaines commodités. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus nos villages, dans nos villages, on a accès à un certain nombre de choses. Donc, il n'y a plus de grande différence avec les villes. Et à ce niveau-là, les jeunes qui sont dans certains bassins que j'ai vus, par exemple dans l'Ombamiki, Mbaminubu, c'est-à-dire et qui ont compris un peu l'importance de l'activité que menaient leurs parents, se sont reconvertis et ont pris le relais. Et aujourd'hui, nous voyons ces jeunes-là, c'est-à-dire pendant les campagnes de commercialisation, qui se vous sortent des tonnages assez importants et qui gagnent mieux que s'ils étaient en ville. Parce qu'en ville aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont désœuvrés de plus en plus. Or, en rentrant à leur base, c'est-à-dire au village, ils ont peut-être la vieille cacaoyère que un parent a laissé, le grand-père ou le papa. Quand ils reprennent cela en main, c'est-à-dire en une campagne, et avec un peu d'effort, ils gagnent beaucoup mieux que ce qu'ils avaient en ville. Maintenant, au niveau, par exemple, des acheteurs véreux, c'est-à-dire comme nous nous appelons généralement les coxeurs, c'est un problème que seuls ces jeunes ne peuvent pas gérer. Et c'est la raison pour laquelle il y a des programmes comme le nôtre qui sont mis en place pour pouvoir justement les encadrer et lutter efficacement contre cela pour qu'ils puissent gagner davantage. Et je pense que en ce qui nous concerne, de plus en plus, et nous allons nous y appliquer pour que tous ceux qui sont dans la filière, que ce soit dans le domaine cacao, le domaine café,
puissent rentabiliser leur activité. Le cacao camerounais est l'un des meilleurs sur le marché international, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On a parlé à une certaine période avec l'appui du ministère du Commerce de la mise sur pied des foyers qui sont assez conséquents pour permettre le séchage même de ce cacao-là. Ça impacte quand même directement sur la qualité vendue sur le marché international parce que beaucoup utilisaient par le feu, donc des greniers, d'autres utilisaient par exemple la voie publique, donc le goudron pour sécher le cacao. Est-ce que ces méthodes sont encore d'actualité aujourd'hui ou alors est-ce qu'il y a une réponse de la part des pouvoirs publics pour qu'on ait plus affaire à ce type de méthode archaïque? À ce niveau, il y a une réponse. Là également, vous me permettez de vous dire également qu'il existe un programme, le PRC, qui s'occupe exclusivement de réhabiliter les fours. Bon, actuellement, ils sont plus concentrés au niveau du sud-ouest parce que c'est la région qui était un peu plus touchée par les problèmes de pluviométrie et d'humidité, ce qui ne permettait pas aux gens de pouvoir sécher correctement leur cacao. Ils sont en train de faire un travail formidable de ce côté. Et nous comptons travailler en synergie avec ce programme également pour pouvoir l'étendre dans les zones où nous intervenons, c'est-à-dire en dehors du sud-ouest. Parce que nous avons mis en place un certain nombre d'infrastructures de stockage, les magasins, et nous pensons qu'autour de ces magasins, nous pouvons également faire intervenir ce programme pour qu'ils nous mettent des systèmes de séchage, de telle sorte qu'un producteur qui amène un cacao qui n'est pas bien sec dans le magasin, après contrôle qualité et tout, qu'il ne puisse pas rentrer avec ce cacao à la maison. Mais par contre, qu'on le prenne là directement, on le prend en charge et on le ressèche jusqu'à obtenir la qualité voulue. Donc, et on va le reconditionner donc maintenant pour qu'il soit prêt pour le marché. Et ça va résoudre grandement ce problème de qualité qui est le problème épineux de la commercialisation aujourd'hui. Justement, avant d'arriver à un autre volet, donc la qualité, justement, l'assainissement qui fera partie de vos différences chez vous pour aborder un cacao de qualité, on va évoquer quand même la certification qui est un pan très important. Parce que est-ce qu'il y a eu des faits qui ont alors des points importants que doit traverser le cacao camerounais avant sa commercialisation à l'international en termes de surveillance de la qualité de ce cacao? Qu'est-ce qui est fait au départ, Bourg-Champ, par exemple, pour arriver jusqu'au niveau du port de Douala afin d'être exporté? Est-ce qu'entre-temps, il y a un contrôle, il y a une surveillance pour que notre cacao ne puisse pas être rejeté sur le marché international? On a appris il y a quelques années quand même que le Cameroun souffrait quand même de ce problème, comme beaucoup d'autres pays africains ou alors dans le monde. Tout à fait. À ce niveau, ce qui est envisagé, c'est par exemple de retracer le cacao au niveau de l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cacao qui est produit par exemple dans un bassin donné, qu'on puisse à partir de ce bassin, c'est-à-dire même quand il se retrouve sur le port de Douala, qu'on puisse l'identifier et savoir que non, que ce cacao sort de telle ou telle zone. Donc ça permet de résoudre quelque peu cette question de certification. Bon, mais il faut pas se le cacher, il y a de mauvaises pratiques qui sont faites par certains acheteurs qui font ce qu'on appelle les mélanges au niveau de leur magasin. Ça veut dire quoi? Ils achètent le cacao par-ci, par-là, ils amènent dans un magasin et sans tenir compte de ces éléments. Que ce cacao n'ont pas été dans le même coin au départ, voilà, dans les mêmes champs. Ils mélangent tout, sans même tenir compte de la différenciation des grades. Donc, ils mélangent tout et c'est ça qui fausse un peu le jeu. Et maintenant, au niveau de la certification, pour sortir de cette émission, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'il y a des organismes certifiés locaux au niveau du Cameroun qui justifient effectivement que notre cacao a respecté toutes les normes et notre café avec? Actuellement, j'ai suivi au niveau de la Nord qu'on est en train de travailler sur ces questions. Donc, je pense que très prochainement, nous aurons une réponse appropriée. On espère que ça va aller. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons M. Herman Bertrand Messi. Il est donc le nouveau coordonnateur du projet d'assainissement et de commercialisation interne du cacao et du café dans notre pays, le Cameroun. C'est avec le même plaisir qu'on aura forcément l'occasion de vous retrouver dans le cadre de l'émission Croissance sur votre chaîne. Nous vous disons infiniment merci d'avoir été là ce jour. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci pour tout. Merci d'avoir suivi et à très bientôt sur Canal 2 Info. Au revoir.